Mesdames et messieurs, bonjour toute l'équipe de production de Nopinen est très heureuse de vous savoir nombreux à désormais prendre ce rendez-vous de débat des faits de société. Bienvenue à ce 30e numéro de votre émission matinale qui débat aujourd'hui d'un sujet qui fâche dans les couples et qui crée des dommages parfois irréparables. Il s'agit du téléphone portable. Les conjoints ont-ils le droit d'avoir accès vice-versa à leur insu ou non à leur téléphone portable? Entre l'homme et la femme, lequel des membres du couple a-t-il beaucoup plus tendance à aller fouiller dans le portable de l'autre? Pourquoi le fait-on? N'est-ce pas parfois utile de le faire? Ce sont autant d'interrogations dont nous débattrons dans cette émission avec nos différents invités d'ici une dizaine de minutes. En attendant, je vous installe avec les merveilles du Bénin. Et voilà, nous étions à Grand Popo, à la bouche du roi. C'est très beau, j'espère que vous avez aimé. Et dès que vous êtes au Bénin en visite touristique, vous ne manquerez pas de faire un tour à cet endroit. Grand Popo, c'est une très belle cité touristique. Faites-y un tour, vous ne serez pas déçus. Même si vous êtes béninois, faites le tourisme intérieur, allez vous reposer un week-end là-bas et faites-y un tour. Vous allez admirer ces merveilles du Bénin. Ça se passe ici au Bénin. Voilà, Baba Femelle, pardon, je dis Baba Femelle, Barbosa. C'est vrai que c'est Baba Femelle qui était annoncé. Oui, mais vous êtes de la même famille, Barbosa. Oui, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Mais vous êtes apparemment très heureux ce matin. Oui, je vous vois bien habillé, chichement, mais on dirait qu'après ce rendez-vous, vous avez un autre rendez-vous. Non, c'est pas ça, mais on n'a pas le choix, non? Vous n'avez pas le choix. Les téléspectateurs ont besoin de la fraîcheur aussi. Ah ouais? Très bien. Alors, vous êtes avec nous ce matin, comme d'habitude. Oui. Vous avez concocté quelque chose pour nous, pour nous permettre et permettre à nos téléspectateurs de démarrer leur journée dans la gaieté. C'est vrai, vous n'avez pas menti. En temps normal, j'avais prévu deux choses pour vous. Oui. Et les deux choses-là, j'avais prévu quelque chose sur le téléphone portable et autre chose c'est de ça nous parlons. Autre chose sur coronavirus. Ah, coronavirus. Mais quand j'étais tout à l'heure dans les studios, surtout avec celle-là qui était en train de me maquiller, bon, elle avait attiré mon attention sur quelque chose. Vous étiez tellement content. Oui, j'étais tellement content. Donc, elle avait attiré mon attention sur quelque chose. Et vous savez, aujourd'hui, il y a les parents qui n'aiment pas faire sortir leurs enfants, surtout dans les périodes des congés et autres là. Les parents n'aiment pas faire sortir les enfants, alors que c'est très, très grave. Il faut qu'ils fassent cela afin que les enfants aillent découvrir au moins les bonnes choses ailleurs. Le gars, bon, vous savez que les Chinois,
C'est-à-dire, ils sont à peu près les mêmes choses que les Adja. Les Chinois, quand on parle des Chinois et les Adja, ils parlent presque les mêmes langues. Ah bon? Oui, ce sont les Chéchéens. On les appelle les Chéchéens. Les Chéchéens. Non, après, je vais vous expliquer ça là. D'accord. Donc, le gars, bon, il a quitté Adja, il est venu en congé chez son grand frère, bon, juste pour pouvoir fêter. Et quand il est venu, un soir, il a commencé par se promener dans la ville de Cotonou pour voir un peu ce qui se passe. En même temps, il s'est retrouvé au niveau de la clôture de l'aéroport. Bon, je ne sais pas s'il a vu l'avion une fois dans sa vie. Et quand il s'est retrouvé à côté de la clôture, en même temps, il y a un avion qui veut déjà atterrir. Et quand le gars a vu l'avion, il a pris peur. Il a pris peur, il a dit puis il a couru jusqu'à ce qu'il est parti cogner la clôture de l'aéroport. Il a dit c'est-à-dire cet oiseau-là est plus gros que l'hibou qui va rentrer. J'ai dit mon petit, calme-toi. Donc le gars a continué son chemin, il s'est retrouvé au niveau de Étoile Rouge. Alors que vous-même, vous savez que quand la fête s'approche là, il y a des sapins là qui brillent. C'est joli à voir. Les objets de décoration. Oui, les objets de décoration. Donc je ne sais pas s'il a vu une fois ça à Dja. Quand le gars s'est retrouvé là, en même temps, il a encore pris peur. Il a encore dit, puis il a couru, il est venu à la maison. Et il a appelé son grand frère. Il a dit, Dadje Vakpo, la Vakpo nous dit, Cotonou lelezo, Zoleji, Zolegome, oh, na miakou, Dadje Soronchina, Mayakou. Son grand frère a dit, calme-toi. Demain matin, très tôt, je vais te donner l'argent, tu vas rentrer. Au village. Tu vas rentrer au village. Le gars s'est réveillé avant son grand frère. Il s'est pointé au bord de la voie. Il est là quand il a vu un bus qui l'a dépassé. Il regardait le bus. Quand il y a une autre voiture, 4x4, qui a encore passé devant lui et qui a oh, le français est un peu délinquant, mais il ne faut pas s'en abuser. Donc, il y a une autre petite voiture 4x4 qui est partie dépasser l'autre bus. Le gars a encore pris peur. Il a encore dit, puis il est rentré dans la maison, il est parti réveiller son grand frère. Il a dit, Dadje Vakpo là. Dadje Vakpo nous dit. Moto fitukuido, j'ai des gâteaux là. Ne va chiner la job. Que la petite voiture a dépassé la grande voiture. Donc, lorsque la petite voiture va grandir là, alors elle va faire mal. Est-ce que la voiture grandit? Donc, c'est pourquoi souvent il faut au moins faire sortir les enfants pour les congés et autres. Comme ça se passe d'ailleurs en Europe. Moi j'étais resté en Europe, j'ai fait 30 ans, 35 ans là-bas. Oui, mais vous savez, la langue adja, c'est une très belle langue, surtout quand on dit. Et puis, il marque son étonnement. Oui, c'est comme la langue chinoise. C'est pourquoi on les appelle les Chéchéens. C'est-à-dire que vous avez du mal à entendre ce qu'ils sont en train de prononcer comme mot. C'est ça pourquoi, comme les Chinois. D'accord. Merci beaucoup. Donc, vous aviez résidé en Europe pendant 30 ans, vous disiez? Oui, même plus de 30 ans. J'avais fait près de 45 ans en Europe. Et oui, bon, aujourd'hui, vous allez voir que j'ai pris au lieu de prendre un coup de vieux, vous avez pris un coup de jeune. Oui, bon, c'est à cause des nouvelles réformes. C'est à cause des nouvelles réformes. Donc, vous allez voir que j'ai un peu travaillé, raison pour laquelle, bon, maintenant là, on me voit en tant que jeune. Sinon, moi, j'avais dit ça une fois ici. Nous, on était restés avec les Simon Templan, les Boutros Ghali, oui, les John Michelin. Non, on était restés avec eux. Même en Europe, là-bas, on délai, ils aimaient trop le Gari. Ils aimaient trop nos Gari. Vous êtes un vieux jeune. Oui, je suis un vieux jeune. D'accord. Merci à toi, Barbosa. Nous allons te retrouver. Nous parlons aujourd'hui du téléphone portable dans le couple. On va y revenir, parce que c'est très important. C'est vous qui jetez un coup d'œil sur le téléphone portable de votre épouse ou bien c'est elle qui le fait? Nous avons le droit. Ah bon? Oui, parce qu'on a fait l'effort. On a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ensemble, ils formeront une seule chair. D'accord. Mais l'homme a déjà fait l'effort, il a quitté son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il reste? Et il vient ici, il vient chez sa femme, on va encore lui priver du téléphone portable. Mais ça, ce serait difficile. D'accord. On va voir ce que nos invités pensent de ce sujet-là. Merci à toi, Barbosa. Je vais te libérer. Et tout de suite, nous allons enchaîner avec le clip du jour. D'accord.
Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons danser du bon. Nous sommes en compagnie de RSK Team dans le titre Bemi Soké, que vous écoutez déjà en fond sonore grâce à mon réalisateur du jour, Timothée Routon. Bemi Soké, pour ceux qui comprennent les langues Yoruba, Nago ou Tchabé, ça veut dire tout simplement élève-moi, élève-moi. Et le seul être suprême qui élève véritablement au-dessus de tout, c'est bien sûr Dieu, c'est ce que chante l'artiste. Savourons ensemble ce clip. Olúwa bàbá mi. Gbé mi sókè, gbé mi sókè. Ìwọ ni ọ̀rẹ́ mi. Olúwa gbé mi sókè. Dáadáa sí Et voilà, vous avez dansé, j'espère, le morceau est d'une richesse linguistique puisque l'artiste a chanté en Yoruba, il a chanté en Fongwe, il a chanté en Mina et également en français. Olúwa bàbá mi, Bemi Soké Iwoni Oremi. J'espère que vous avez compris ce que cela veut dire. Nous allons tout de suite installer le plateau de discussion de ce jour, juste après ceci.
Mes invités qui m'ont déjà rejoint sur ce plateau et j'ai le plaisir de vous les présenter. À ma gauche, Dr Romaric Massy. Vous êtes médecin spécialisé en hématologie, mais vous n'êtes pas sur ce plateau pour nous parler de médecine ou de maladie. Vous êtes ici pour nous parler d'un fait de société que vous vivez certainement parce que nous parlons du téléphone portable dans le couple et de son usage. Bonjour et merci de vous être rendu disponible. Alors, madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes Rosette Yegbeme. C'est bien ça, j'ai bien prononcé. Merci. Vous êtes femme. Je fais la précision à dessein. Vous êtes doctorante en sciences économiques. Voilà, vous êtes sur ce plateau pour débattre également de ce sujet. Et nous aurons en ligne dans quelques minutes Rogatien Azamasso. Il est conseiller matrimonial. Il nous dira également ce qu'il pense de ce sujet. Alors, Madame Yegbeme, il paraît que ce sont les femmes qui fouillent le plus dans le téléphone portable de leurs époux. Dites-nous, que recherchez-vous dans le portable de l'autre? C'est une vérité. Les femmes sont beaucoup plus attirées par le portable que les hommes, c'est une vérité. Bon, les femmes, vous savez, nous sommes de nature jalouse. Hein. Ouais. Donc, on cherche le petit mal partout. Le petit mal partout. Voilà. Et lorsque vous trouvez le mal? Alors là, tout s'enflamme dans le foyer. Voilà. Donc, c'est le petit mal. Mais il arrive aussi que certains hommes sont tentés de voir ce qui se passe, les mouvements qu'il y a sur le portable de leurs épouses. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Oui, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les couples sont devenus des couples d'espions. Vous avez l'impression que vous avez que des James Bond dans le foyer. Et chacun essaye de voir avec quelle méthode. Oui. Et je ne vous surprends pas quand je vous apprends que j'ai vécu déjà des couples où un des membres du couple a installé un logiciel espion sur le téléphone de son conjoint. Ah oui. Afin de pouvoir obtenir toutes les informations de son téléphone. Effectivement, donc aujourd'hui, avec ce que vous dites, c'est réel, la technologie a tellement évolué que l'on n'a plus besoin forcément de toucher au téléphone de l'autre avant de savoir tout ce qui se passe sur son téléphone. Même ces mouvements, vous êtes tranquille quelque part et puis vous observez. Pourquoi devrait-on en arriver là? Alors, lorsque vous regardez un peu le modèle sur lequel les couples sont bâtis aujourd'hui, vous vous rendez compte très rapidement qu'il y a un déficit énorme de confiance en soi et de confiance dans l'autre. Parce que un couple, c'est d'abord... Allez-y. La relation est d'abord basée sur la confiance. Et pour que je puisse faire confiance à l'autre, il faut que moi-même je puisse me faire confiance. Et que je puisse me mettre une certaine limite et me dire, si j'ai envie de faire ma vie avec une telle personne et que nous avons un projet commun à deux, on doit pouvoir se faire confiance mutuellement. Et donc, la curiosité qui va venir après, qui va m'amener à aller rechercher des informations que j'aurais pu avoir simplement si la confiance existait. Le dialogue dans le couple permet d'avoir toutes les informations dont on a besoin. D'accord. Et donc, c'est ce manque de confiance, à mon humble avis, c'est ce manque de confiance qui fait que chacun des membres du couple, cherche à que ce savoir. soit la femme, que ce soit l'homme, cherche à aller voir qu'est-ce qui se passe, quelle information je n'ai pas eue, qu'est-ce qu'on trame en griffe dans mon dos pour que je puisse peut-être réagir. D'accord. Alors, vous avez suivi ces explications. Selon vous, qu'est-ce qui peut amener une femme ou un homme à chercher, à voir ce qui se passe sur le téléphone de son conjoint? Oui, je crois que le docteur a déjà donné la réponse. C'est le manque de confiance déjà en soi et en son partenaire. L'homme est de nature instinctive et chacun a des sentiments. Alors, parfois, on hésite, on se demande, mais si cette personne-là qui est en face de moi venait à faire telle et telle chose,
comment allons-nous réagir? Vous voyez? Et donc, en réfléchissant dans ce sens, en se mettant déjà soi-même dans cette position, on se dit, mais si j'étais à sa place, je peux faire ci, je peux faire Exactement. ça. Et donc, on est tenté de vouloir essayer de contrôler l'autre pour voir si il ne va pas dévier un peu ou pas. Et tout cela amène à ce dont nous parlons. Mais est-ce que c'est toujours mauvais de chercher à regarder ce qui se passe dans le portable de l'autre à son insu? Dire que c'est mauvais de chercher à savoir, normalement on dira oui. Mais vous savez, oui, normalement, oui. Je suppose un homme qui essaie de fouiller le portable de son épouse à son insu et qui constate, par exemple, que son patron la harcèle au boulot, lui fait des avances, lui promet monts et merveilles, mais la femme, elle répond: non, je ne peux pas tromper mon mari parce que je l'aime, pour rien au monde, je ne coucherai avec un autre homme. Quand l'homme, il découvre un message comme ça, est-ce que vous ne voyez pas que ça renforce davantage le lien entre les deux? Bon, il découvre un message comme ça renforcera les liens. Bon, c'est peut-être possible parce que l'homme de nature va se dire, ah bon, ma femme est peut-être fidèle, mais si on prend un peu de recul et on analyse mieux la situation. D'abord, le portable, c'est un bien personnel. Et lorsque nous allons analyser un peu du point de vue scientifique, le portable est un bien propre par nature. Moi, j'ai essayé de faire l'analyse sous deux aspects, sous deux considérations. En prenant le côté juridique et en prenant une autre considération qui est d'ordre religieuse. D'accord. La première considération qui est d'ordre juridique s'appuie sur l'article 192 du Code des personnes et de la famille. Je cite, « Forme des biens propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linge à usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et généralement tous les biens qui ont un caractère personnel. Voilà. Et les droits exclusivement attachés à la famille, à la personne. Je m'en arrête là. Et lorsqu'on se base rien que sur cet article, on dira que le portable est un bien personnel. Donc, le mari n'a pas le droit de fouiner dans le portable de son épouse sans son autorisation, l'époux, c'est-à-dire et vice-versa. Lorsque nous allons sur le côté religieux, là, dans Genèse 2, verset 24, je crois, on dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux feront une seule chair. Barbosa, notre humoriste, le disait tout à l'heure. Les deux feront une seule chair. Oui, beaucoup se focalisent sur une seule chair pour dire que, bon, l'homme a le droit de regarder le portable de son épouse et aussi la femme. Mais attention, ce une seule chair dont on nous parle là est beaucoup plus spirituel et immatériel. C'est ce qu'on oublie. Quand on nous dit que l'homme s'attachera à sa femme et les deux feront une seule chair, c'est beaucoup plus spirituel. Ça veut dire que quoi? Les deux doivent avoir une certaine confiance réciproque en eux. Ils doivent avoir des pensées positives entre eux. Ils doivent partager les mêmes convictions. Ils doivent prendre des décisions qui vont pratiquement dans le même sens. Et ça, c'est un effort intellectuel, c'est un effort qu'on demande aux deux de faire. Mais à partir de ce moment, le portable aussi doit pouvoir être utilisé malheureusement, par l'un ou l'autre. Il y a un second côté que nous oublions, c'est que cette même chair dont on nous parle est avant tout une chair physique. C'est une chair physique, c'est deux chairs physiques qui viennent se rencontrer pour pouvoir former la chair spirituelle dont on nous parle. Alors, lorsqu'on nous parle de deux chairs physiques, la chair, il y a les épreuves, il y a la tentation, il y a le sentiment qui provient des deux. Chacun a des sentiments. Chacun est tenté parfois de voir. Et c'est là que c'est dangereux. Vous voyez, le portable, c'est un bien qui peut être utilisé aujourd'hui comme un outil de travail. C'est un outil de travail, c'est un outil qu'on utilise à la maison juste pour converser et autres. Donc, en ce sens-là, on dira que, ah non, en voyant le côté, les conséquences néfastes que cela peut entraîner dans la vie de couple, il faudrait mieux être sur ses gardes
Tout à fait. Il vaudrait mieux être sur ses gardes et ne même pas chercher À voir ce qui se pour passe. pouvoir préserver, bien D'accord. sûr, Oui. cette chair unique dont on nous D'accord, parle. d'accord. Est-ce qu'au nom de l'intention de préserver cette chair unique dont parle Madame et dont parle la Bible aussi, puisqu'elle a fait référence à des passages bibliques, il faut, même si on constate par exemple que son conjoint a des comportements suspects, a des propos vraiment qui frisent un certain nombre de choses, qu'il ne faut pas prendre cette disposition et se dire, mais il faut que je me ressaisisse pour savoir ce qui se passe. Ben, écoutez, je voudrais juste revenir sur l'exemple que vous avez donné. Oui. Et c'est totalement symptomatique de ce que nous vivons. Quand vous prenez le registre des mariages et des couples qui se défont, vous allez remarquer tout de suite que la proportion des couples qui se séparent très facilement est en nette évolution. Pourquoi? Parce que dans le couple, quand on dit couple, le premier outil pour former un couple, c'est la parole. Quand on se rencontre, c'est d'abord la parole. Tout à fait. Et lorsque cette parole en arrive à manquer, au point où un doit aller chercher l'information, je pense qu'il n'y a plus de couple. Si nous nous sommes mis ensemble et que nous avons décidé de faire chemin ensemble jusqu'à la fin de notre vie, et que j'ai des difficultés, et que mon conjoint n'est pas informé, ça, je pense qu'il n'y a plus de couple en ce moment-là. Oui, mais avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, sur lequel vous avez rebondi, le monsieur, parfois, peut-être que l'homme, le mari, connaît le patron, et parce qu'elle ne veut pas que le mari perde cette estime à l'autre, elle essaie de gérer. Parce que les femmes ont cette capacité, elles essaient de gérer seule cette situation parce que en parler à son homme, ça peut entraîner d'autres situations. Elle ne sait pas quelle réaction l'homme peut-il avoir. Il peut venir débarquer au boulot et la femme va perdre son job, donc elle essaie de régler. Mais lorsque l'homme va découvrir un message comme ça, il va certainement se dire, mais mon épouse est fidèle, je peux lui faire confiance, je peux voyager, la laisser et rien ne va se passer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a cet avantage? Pas forcément, parce que le fait d'aller découvrir un tel type de message, Oui. sans que la personne elle-même en parle, laisse déjà des doutes. Parce que c'est des messages. Ouais. Vous savez, les gens ont tellement perverti aujourd'hui l'usage, c'est quand même extraordinaire, un outil de communication qui est complètement perverti. D'accord. Les gens écrivent X, Oui. mais en réalité font Y. On en a vu, hein. On en a vu, c'est codé parfois. Ouais. C'est tellement codé que vous ne maîtrisez pas. Et donc, découvrir un tel message, je ne pense pas du tout que ça va pouvoir calmer le mari, à pouvoir se dire, ah, mon mari, ma femme ne me trompe pas, ma femme, je peux lui faire confiance. Non. D'accord. Moi, je pense que c'est mieux pour les deux membres du couple. Le téléphone, c'est bien personnel. C'est vrai, c'est dit. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans le téléphone de l'autre. Mais j'aurais plus aimé que l'information vienne de façon spontanée. D'accord. J'ai des difficultés au boulot, j'ai des avantages au boulot, j'ai des positifs, j'ai du négatif. Spontanément, nous sommes dans un couple, nous avons une vision ensemble, j'en parle à mon conjoint, on essaie de régler les choses qui ne vont pas bien, on va essayer de les régler. Ce qui va mieux, qu'on peut améliorer, on va essayer d'améliorer. Mais par contre, lorsqu'on commence pas à aller fouiller, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va marche pas. plus. Très bien. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs et les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou pensent aussi de ce sujet? Eh bien, nous leur avons tendu notre micro. Regardez. Qu'en soit la confiance, chacun a forcément quelque chose qu'il est en train de cacher. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des applications pour quand même cacher ce qu'on veut cacher et quand même laisser l'accès du téléphone à son partenaire ou à sa partenaire. C'est en fonction de la femme que vous avez ou bien en fonction de votre homme et en fonction de quelles sont les bases de votre relation que en fait, tout ça part de là, quoi.
Vous voyez, bon, si au début de votre relation, vous partagez des choses, chacun, je laisse l'accès libre à mon téléphone, elle laisse l'accès libre à son téléphone. Donc, on part sur cette base. Maintenant, si, bon, chacun, bon, c'est vrai, nous sommes ensemble, tu as confiance en moi, j'ai confiance en toi, mais chacun garde son téléphone. Et je pense que c'est la meilleure solution pour éviter les problèmes, pour éviter d'aller voir des choses qui vont créer, qui vont amener des histoires à dégrader ou à détruire la relation. En couple, vous pouvez utiliser votre portable en commun. Par exemple, pourquoi je dis ça? Tu as ton conjoint, tu ne fais rien en cachette, tu ne lui caches rien, tu as confiance en lui, il a confiance en toi. Il peut prendre ton portable, fouiller à tout moment. Supposons que, bon, dans la nuit, toi tu as d'unité, lui n'a pas d'unité, un collègue lui a fait signe urgent. Il peut passer ton portable et appeler la personne. Moi-même, je peux utiliser son portable. Il y en a qui disent qu'ils vont fouiller le portable, voir si les copines les trompent ou si les copains les trompent. Bon, ils ont raison. Une fois que je ne vois rien de louche envers lui, bon, je ne me dis rien, je peux ne pas fouiller, mais pour moi, je ne refuse pas, il peut fouiller. Il peut fouiller, je peux fouiller. S'il ne m'empêche pas, je peux fouiller, mais je ne veux pas. Je ne veux pas avoir une crise cardiaque. Enfin, on dit que et donner one le one là, c'est le fou. On voulait sortir de la maison, lui dit de ne pas brûler la paille qui est là. Et le fou dit c'est pour dire quoi? La femme qui est tranquille, vous ne la suspectez pas, vous fouillez son téléphone portable, elle va dire mais tiens, ça veut dire mon petit ami, mon mari, me soupçonne par rapport à un certain nombre de choses. Et ça marche, que ça soit du côté de l'homme comme du côté de la femme. La femme qui commence par fouiller votre téléphone portable ou vous suspecte par rapport à un certain nombre de choses, ça signifie qu'elle envoie votre esprit ou votre idée par rapport à quelque chose. Et ce qui pourrait ne pas être votre habitude ou votre intention, vous allez envoyer vos esprits là-dessus. Quand tu es en couple déjà, toi femme, tu n'as rien à cacher à ton homme. Donc tu peux permettre à l'homme de toucher à ton portable, de faire ce qu'il veut. Sauf que tu ne touches pas au sien, quoi. Tu ne touches pas à son portable. Il peut fouiller s'il veut, parce que je n'ai rien à cacher. Je suis en couple, donc je reconnais, je lui suis fidèle et je n'ai rien à lui cacher. Voilà, lorsqu'on est en couple, on n'a rien à se cacher. Vous avez entendu beaucoup de versions par rapport à ce sujet. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vous avez entendu, madame? On a entendu beaucoup. Hein? Ah oui. Ok, bon, je vais revenir premièrement sur celles qui pensent qu'on doit fouiller le portable. Que cela soit une base dans le couple, c'est mal parti déjà. Dire que le mari doit fouiller le portable de son époux et que la femme aussi doit fouiller le portable de l'autre, c'est mal parti. Cela veut dire déjà que vous n'avez pas confiance en vous. Et le dialogue entre vous sera limité. Il y a une autre dame qui dit que son mari peut fouiller son portable, mais qu'elle n'a pas le droit de fouiller le portable de son mari. Sur ce plan aussi, je dirais que non, c'est réciproque. Le mari n'a pas le droit de fouiller le portable de son épouse sans son autorisation. La femme n'a pas le droit de prendre le portable de son mari sans son autorisation. Et lorsque cette base est aplanée dans le couple, vous êtes obligé de dialoguer. Chacun est obligé de faire des efforts pour pouvoir échanger avec son partenaire. Parce que le portable aujourd'hui a des fonctions multiples. Tout à fait. A beaucoup de fonctions. Alors, vous voyez des gens aujourd'hui qui sont pratiquement avec leur portable, disons sur les 24 heures, 20 heures de temps, ils sont avec leur portable en train de travailler, avec leur portable en train de fouiner avec le portable. Alors, lorsque vous passez tout ce temps avec votre portable, vous allez passer combien de temps avec votre partenaire, avec les enfants? Et c'est de là que part même tout cela peut créer, voilà, tout cela crée des difficultés. Parce que lorsque l'autre peut-être laisse son portable
Échange avec les enfants. Attends à ce que vous ayez des dialogues peut-être le soir du retour au travail pour parler de votre quotidien et autres. Vous passez votre temps à fouiller dans le portable, mais ça va créer des idées du côté de l'autre. Mais pourquoi tout ce temps collé à son phone? Pourquoi tout ce temps collé à son phone? Il y a qui derrière le phone? Parfois, on écrit et puis on voit sourire la personne. La chair dont je parlais, la chair physique dont je parlais, c'est là que ça se remarque. Parce que sans le vouloir, elle va dire, ben tiens, aujourd'hui, je vais essayer de voir ce qu'il est en train de me cacher. Et sans le vouloir, elle essaie. Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui, aussi bien les hommes que les femmes, tous les portables sont codés. Parce qu'on a peur, on est aux aguets. Justement, pourquoi devrait-on coder les portables? Parfois, il y a des codes, on peut déverrouiller le portable une centaine de fois devant vous, on vous le remet, vous êtes incapable de le faire. Si on n'a rien à se reprocher, tout le monde n'est pas incapable de le faire. Il y a des gens, il suffit de vous voir en train de faire... non, mais quand je dis incapable, on fait tellement de zigzags. Non, mais il y a des gens qui arrivent à le faire, à le déverrouiller. Il y a des fans spécialistes de ça. Quel que soit le code que tu mettras, elle va déverrouiller le portable, quel que soit le code. Sauf celles qui ne sont pas, il a mis le code, je passe, je le laisse comme ça à son propre sort. Voilà. D'accord. Vous avez suivi également les réactions des téléspectateurs que nous avons rencontrés et aussi par rapport au code vraiment compliqué que l'on insère dans les téléphones portables. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que les gens sont stressés. Et malheureusement, je suis médecin. Et malheureusement, nous voyons de plus en plus de jeunes hypertendus avec des pathologies cardiovasculaires parce que déjà, même chez lui, il est stressé. Il est stressé parce qu'il a peur qu'on découvre qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone. Et donc, il vit constamment 24 heures sur 24 sous stress. Et pour se prémunir d'une éventuelle situation encore plus compliquée à gérer, il va essayer d'inventer beaucoup de codes comme des astronautes. Mais non, le couple, c'est une entente. C'est une entente mutuelle. Mais même s'il y a code sur un téléphone, peut-être pour empêcher les enfants d'avoir accès ou bien au boulot, d'empêcher des collègues d'avoir accès à votre téléphone, si vous y mettez un code, vous pouvez montrer le code à votre conjoint. C'est le code de mon téléphone portable. Je ne vois pas pourquoi cacher son code à son conjoint. Vous cachez quoi? Parce que vous êtes dans l'intimité tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut se cacher dans cette intimité-là? Si tant est qu'on veut rester ensemble et qu'on ne veut pas avoir des situations particulièrement désobligeantes à gérer, vous vous êtes mis dans une situation où vous devez apprendre de l'autre. Vous devez pouvoir communiquer avec l'autre. Vous savez, il y a des gens qui sont en couple, mais qui ne savent rien de leur conjoint. Parce qu'ils sont tout le temps dans leur téléphone. Ils ne savent pas du tout. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans les pathologies liées à l'utilisation du téléphone, il y a ce que nous appelons les défauts d'attention. Vous avez des gens qui sont là, vous pouvez être en train de mourir, ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils sont tellement utilisés leur téléphone qu'ils sont complètement absorbés. Et même cela se passe dans les ménages. Vous allez au service le soir, vous revenez à la maison, chacun est encore sur son téléphone portable. Même pour échanger, c'est de son téléphone portable en échange. Oui. C'est assez personne dramatique. Ne regarde personne. On ne sait pas qu'est-ce que les enfants ont fabriqué toute la journée. Qu'est-ce que la journée de mon épouse a été. Qu'est-ce que ma journée a été. Mon épouse n'en sait rien. Et donc, je dis, on ne vit pas en couple. D'accord. On vit peut-être ensemble, mais c'est vraiment chacun pour soi. Et ça ne m'étonne pas quand les juristes me disent qu'il y a beaucoup plus de divorces que de mariages, parce que c'est totalement logique. Moi, j'aurais bien aimé qu'on revienne au vieux téléphone, qu'on était sur la table, et au moment où le téléphone sonne, chacun va chercher pour répondre. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement perverti le téléphone. Mais il faut faire avec l'évolution. Oui, il faut faire avec l'évolution, mais il faut que notre intelligence prime sur la technologie. Tout à fait. Parce que si nous continuons comme ça, un beau jour, on n'aura plus de couple. D'accord. Déjà, je pense même déjà qu'actuellement, on n'a plus vraiment de couple. Parce qu'on est que des espions en fait, dans la maison. C'est le moment d'établir la liaison téléphonique avec notre conseiller matrimonial déjà en ligne qui suit cette émission. Monsieur Rogatien Azamasso, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur.
Monsieur Rogatien Azamassor, vous êtes en ligne. Bonjour. Bon, nous allons le rappeler très rapidement. Tout à l'heure, donc, il était en ligne tout à l'heure. Certainement qu'il a mis le téléphone quelque part. Ouais. Bon, en attendant qu'il ne réagisse, nous allons continuer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que par rapport... Ok, il est en ligne. Oui, monsieur Azamassor. Oui. Vous étiez en ligne tout à l'heure, vous nous avez lâché. Non, je disais allô, allô, je n'entendais rien. Ah, d'accord, ok. Vous êtes déjà en ligne, vous êtes conseiller matrimonial. Bien sûr. Voilà. Alors, on dit, lorsqu'on est époux, vous recommandez souvent qu'on ne devrait rien cacher. Mais pourquoi se met-on en boule lorsque l'un va prendre le portable de l'autre? Bon, c'est que très souvent, cela arrive quand on a des choses à cacher à l'autre. Quand on ne voudrait pas que l'autre se rende compte de certaines libertés qu'on se donne. C'est exactement ça. Et il y a une crise de confiance dans ce cas. Alors, mon conjoint a-t-il ou bien n'a-t-il pas le droit d'avoir accès à mon téléphone portable? Il faut avouer que juridiquement, c'est non. Parce qu'en principe, chacun a sa vie privée propre à lui. Mais lorsque vous êtes dans un couple... Mais lorsque vous parlez de vie privée propre à lui dans le couple, qu'est-ce que vous y mettez concrètement dans cette vie privée-là? Ce qu'on y met, c'est que chaque personne prise individuellement est une personne à part. Et vous avez certainement des choses que vous ne partagez pas forcément avec votre conjoint. Et dans ce cas, le droit vous protège de façon à ce que vous ne soyez pas amené à dire ce qu'il ne faudrait pas dire. Et ok, d'accord, c'est ce que j'allais vous demander. Dans la vie professionnelle, il n'est pas permis, par exemple, que vous puissiez dire certaines choses à votre conjoint ou conjointe. D'accord. Parce qu'il y a des choses que vous ne devez pas partager au risque que cela ne soit divulgué. Ok. Et dans ce cas, vous êtes obligé de protéger. Le secret professionnel. D'accord. C'est un cas parmi tant d'autres. Ok. Très bien. Donc, pour cette raison, on ne doit pas avoir, à moins que l'on demande la permission et que l'autre vous donne l'autorisation. À ce moment, on peut avoir accès à son téléphone. Exactement. C'est quand il vous autorise à le faire que vous pouvez avoir accès. Ok. Mais généralement, dites-nous, puisque vous conseillez beaucoup les couples qui certainement viennent vous voir au bord de l'éclatement parce que X a découvert certains messages dans le portable de l'autre, que leur recommandez-vous? Est-ce qu'il faut ne pas du tout toucher au téléphone de l'autre lorsque vous sentez même que votre conjoint a commencé à avoir des comportements vraiment suspects? Oui, en principe, il faut éviter de toucher, mais chercher plutôt à entrer en communication, à dialoguer, à chercher à comprendre et à vouloir vraiment savoir qu'est-ce que lui peut avoir vous cacher. Normalement, s'il est dans la vérité et qu'il veut vraiment vivre dans la confiance avec vous, il pourrait quand même partager avec vous ce qu'il peut partager. À l'exception de ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Je donne par exemple ce cas-là où un couple, par exemple, pour mettre en confiance l'autre, a mis une application en œuvre qui consiste, par exemple, quand il n'est pas joignable, que celui qui appelle puisse tomber sur son conjoint. C'est-à-dire qu'il a mis le contact de l'autre dans en fait, c'est le transfert d'appel. Voilà, exactement. Et donc, cela permet, par exemple, à un couple qui fait ça, que le partenaire soit en confiance, qu'il sache que, bon, l'autre ne lui casse rien. C'est cela. C'est d'abord la confiance que nous devons cultiver. Dès que la confiance existe, le reste, ça peut se gérer. D'accord.
D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que vous l'avez dit, on l'a compris, qu'il ne faut pas toucher au portable de son conjoint sans recevoir à l'avance son autorisation. C'est déjà bien. Mais vous savez, est-ce qu'on doit coder son téléphone portable aussi En principe, non. À l'exception du fait que, par exemple, si le portable est un portable, disons, du travail, du service. OK. Parce qu'on a des citoyens de portable. Pour un tel portable, vous ne pouvez ne pas coder. Parce que, d'abord, le code existe depuis le service. Et donc, votre conjoint ou conjointe, il lui serait difficile d'avoir accès à cela. Mais si c'est un téléphone privé, c'est-à-dire propre à vous, en principe, comme je le disais depuis longtemps, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas besoin de coder. D'accord. Dès que vous codez, c'est que vous mettez des suspicions dans le cœur de l'autre. Et il peut chercher à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, comment faire une gestion rassurante du téléphone portable au sein du couple? Parce qu'on a constaté, le docteur Massy tout à l'heure a dit que c'est l'objet de la cassure de beaucoup de couples aujourd'hui. Oui. Bon, il faut premièrement mettre en confiance le conjoint, volontairement et spontanément. Ne pas volontairement et spontanément. D'accord. Il ne faut pas que ce soit l'autre qui vous le demande d'abord. D'accord. Donc, spontanément et volontairement, vous le mettez en confiance. En faisant quoi? Se discipliner soi-même par rapport à l'usage du téléphone. Oui. En se donnant des créneaux horaires dans la journée pour utiliser le téléphone, sauf urgence. D'accord. Ne pas se plonger dans le téléphone pendant un dialogue ou lorsqu'on est au lit. D'accord. Ah oui. Ah oui. C'est important. Donc, le téléphone ne doit pas aller au lit. Non, non. Le lit, c'est réservé pour autre chose. C'est pour le repos. Bon, à bon entendeur, salut. Oui. Deuxième chose à ne pas faire. Il faut... Pourquoi ça ne doit pas aller dans le lit? C'est parce que dans le lit, c'est les corps qui se connectent. Tout à fait. Ce n'est plus le téléphone qui est connecté. Vous comprenez? C'est ça. Et on ne doit pas s'accrocher encore au téléphone pendant le repas, pendant qu'on est en train de dialoguer ensemble. Voilà. Et il faut éviter aussi des appels suspects. D'accord. Voilà. Merci. Et c'est des règles d'autodiscipline qu'il faut se donner d'abord et que cette discipline s'applique ensuite au couple. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Rogatien Azamasso. Je rappelle que vous êtes conseiller matrimonial. Vous avez donné des conseils aujourd'hui pour sauvegarder les couples. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je vous en prie. Merci. Très bien. Nous revenons sur ce plateau, madame. Oui, le téléphone qui va au lit, on est dans le téléphone. Et puis, on continue d'échanger avec un inconnu à l'autre conjoint. Est-ce que c'est bien de faire cela? Non. Parfois, on dort même et on laisse le téléphone. Voilà. Je crois que le conseiller vient de tout dire. Il faut éviter déjà le portable au lit. Il faut essayer de limiter l'utilisation du portable quand on est à la maison avec son partenaire. Il faut créer des moments de dialogue avec son partenaire. Et même, pourquoi ne pas faire peut-être de ce portable un outil de dialogue à distance entre le couple? Le temps que vous parlez à certains hommes, bon, ils sont au service, peut-être il n'a rien à faire, il prend le temps, il est sur Internet, en train de fouiner, en train de chercher ou bien en train de courir, peut-être les petites filles. Pourquoi peut-être ne pas dialoguer aussi avec son partenaire via cet outil qu'on lui a donné, cet outil qui est entre ses mains. Il faut que le partenaire aussi l'occupe. Il faut qu'il enclenche la discussion de l'autre côté. N'est-ce pas, docteur? Ça doit venir de l'un, ça doit venir de l'un. Si l'autre commence, systématiquement, certainement que l'autre aussi va rentrer dans le jeu. Pourquoi ne pas faire ça au lieu de chercher peut-être à aller voir n'importe quoi sur Internet, puisque c'est surtout l'Internet qui occupe pratiquement tout le monde de nos jours. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que nous recherchons autant sur Internet? C'est vrai que pour des raisons professionnelles, on est obligé d'utiliser cet outil. Mais à part les raisons professionnelles, quand même, il y a aussi une vie privée. Il y a une vie personnelle qu'il faut essayer d'enrichir, qu'il faut essayer d'embellir. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, pour ce faire, utilisons le portable. Pour ceux qui savent bien manipuler le portable, aussi bien l'homme et la femme, utilisons aussi le portable à distance pour pouvoir communiquer, se partager de belles choses dans la journée
Et le soir, lorsqu'on se retrouve, on dépose le portable et puis on communique face à face. Ça, c'est une très belle astuce. Hein. Et parfois, ce qu'on s'est partagé par téléphone en journée, on revient là-dessus. On peut revenir là-dessus, mais toi, tiens, voilà, tu avais dit ça. Et puis, on communique et puis c'est bon, ça raffermit les liens du couple. Ça instaure petit à petit, s'il n'y avait pas trop de confiance, la confiance commence par s'installer. OK. Voilà. Alors, des fois, vous savez, vous êtes dans le lit, il y a une urgence, c'est un appel. Vous êtes médecin, par exemple, vous n'avez même pas le droit d'éteindre votre téléphone, ou bien on vous envoie un message. Avant de lire ou bien d'échanger dans le lit, est-ce que vous devez demander la permission à votre conjoint, par exemple, pour qu'elle ne soit pas choquée? Déjà pas dans le lit, première chose. Ah, d'accord. Deuxième chose, ce que j'ai dit à l'entame de cet entretien tient toujours. Ouais. Mon épouse sait que je suis médecin. Ouais. Et elle sait qu'à tout moment, je dois pouvoir être joignable. Un peu comme les journalistes. Un peu comme un journaliste. Et donc, dès le début, on discute de ça et on se met d'accord sur ce principe-là. Ça rassure. Parce que si vous n'avez pas préparé l'autre à cette éventualité, et que subitement, on constate qu'à 2 h du matin, à 3 h du matin, on vous appelle, vous restez de longues minutes au téléphone. Mais on vous dit, mais c'est qui celui-là? Est-ce que c'est vraiment le boulot? Ben oui. Même quand vous rassurez et que vous recevez certains appels, on dit, mais c'est qui concrètement? Non, déjà, la personne ne peut pas attendre le lendemain. Non, déjà, vous savez que l'utilisation du téléphone dans le domaine médical, par exemple, il y a des jours d'astreinte. Vous n'êtes pas d'astreinte tous les jours. Vous avez des périodes d'astreinte, vous avez des périodes où vous n'êtes pas d'astreinte. Et donc, c'est une question de préparation et de mise en confiance. Si vous n'avez pas fait ce travail au préalable, et que la personne découvre subitement que vous avez des appels nocturnes à ne pas en finir, ben, la personne est en train de se poser la question de qu'est-ce qui se passe. C'est ça. La deuxième chose que je voudrais souligner très rapidement, parce que nous allons passer à la lecture des messages, nous en avons reçu beaucoup. Beaucoup, certainement, je suis sûr. Oui. Parce que nous sommes actuellement à une ère où il y a une grande libéralisation des pratiques sexuelles. Ah, d'accord. Ce qui fait que le changement comportemental sur le plan sexuel a fait que l'usage du téléphone est plutôt détourné en grande partie. Vous voulez parler de ces images pornographiques, des vidéos des images pornographiques. Nous avons aujourd'hui le téléphone est un outil de séduction. C'est un outil pour faire des dragues. C'est un outil pour faire plein de choses. On fait les selfies, on envoie à l'autre. Alors quand vous faites des selfies, c'est avisé. Quand vous changez votre statut, c'est avisé. Quand vous changez de photo, c'est avisé. Quand vous faites du maquillage XY, c'est avisé. Quand vous changez de costume, vous changez telle tenue, c'est avisé. C'est un message que vous envoyez quelque part. Et quand vous envoyez un message, forcément, vous voulez avoir un retour. J'ai vu des patients hospitalisés en psychiatrie parce qu'ils ont fait des publications qui n'ont pas été likées. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vit sur les likes. On veut avoir le pouce, on veut avoir le cœur. Mais en réalité, c'est beaucoup de messages qu'on envoie. D'accord. Et quand on envoie ces messages, forcément, il y a un retour. On doit s'attendre à ce retour. Très bien. J'ai vraiment pas envie de vous couper, hein, docteur, mais nous allons rapidement passer au message, sinon on ne pourra pas les lire. Et nous avons déjà, oui, il y a Shamsdin qui dit ceci, mon téléphone n'a plus de code depuis que je suis devenu fidèle à mon épouse. C'est sa réaction. Il y a Carmelia Aronsou qui dit, dans un couple normal, je pense que le téléphone de l'un peut être accessible à l'autre. Il pourrait y avoir un code pour éviter l'intrusion d'une troisième personne, les enfants par exemple. Si dans le couple, on se partage tout, même les banalités, on est le confident l'un de l'autre, on peut utiliser le téléphone de l'autre. Mais j'ai dit dans un couple normal où l'intérêt est commun pour le bien de tous. Il y a André Gaga, il est sociologue, il dit dans un couple normal, il revient aussi sur le couple normal. Apparemment, il y a des couples anormaux. Chacun doit se faire confiance et se garder de fouiller le portable de son conjoint.
C'est vrai que l'idéal aurait été d'avoir accès au téléphone portable de l'un et de l'autre, mais en consultant parfois le portable de l'autre, les conjoints découvrent les situations qu'ils gèrent mal et qui conduisent à la séparation du couple. Dans ce cas, autant laisser purement et simplement le portable de l'autre, car on dit lorsque l'oreille n'entend pas, le cœur n'en souffre pas. Il y a Karen Gagné, docteur Karen Gagné, elle est sociologue, elle dit « Le téléphone portable est privé et individuel, ce n'est pas un combiné de maison. Dans un couple, chacun se doit de respecter cet espace de l'autre, mais avec notre réalité béninoise, avec nos us et coutumes, il est interdit à la femme mariée de coder ou d'interdire l'accès de son téléphone à son mari. On qualifierait cela de source d'infidélité, mais l'homme étant considéré comme le dominateur, lui, le sien, fouillé par sa conjointe, est vu comme de l'irresponsabilité. Mais réellement, pour la paix du foyer, chacun doit garder le contenu de son téléphone pour lui et se faire confiance mutuellement. Madame Claire Rougan Ayemona dit ceci: un téléphone portable est un bien personnel. Même s'il y a la confiance dans le couple, l'idéal serait que chacun ne cherche pas à fouiller le téléphone de l'autre ou à répondre à ses appels, sauf le cas où l'appel provient d'un enfant et qu'on est à côté du téléphone de l'autre occupé à faire autre chose. Et il y a Martin Chafara qui dit c'est une exagération de chercher à voir ou contrôler le portable de son conjoint ou de sa conjointe. On ne peut pas ne pas avoir de vie privée. Tout n'est pas que sexe, voyocrasie ou amour. On doit se respecter un peu quand même, pas plus. Et ce sont les femmes qui cherche les poux sur la tête du chauve. Il y a quelqu'un qui dit, Martin Arguendé Doungue, qui dit ce sujet est vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Le téléphone portable est un outil de communication. Oui, mais dans le couple qui crée beaucoup de problèmes puisque de nos jours, la confiance est devenue une denrée rare comme nous savons tous. L'homme étant un éternel insatisfait continue toujours dans son infidélité et la femme poussant sa curiosité loin cherche à tout comprendre de son homme et là, un simple coup de fil reçu à l'insu de son homme ou de sa femme sur le téléphone de l'un ou de l'autre et voilà planter le décor du désastre. Il y a Éponyme Guézo qui dit moi je pars du principe que le portable est personnel et dans un couple pour éviter toute mauvaise surprise vaut mieux pas toucher au téléphone de l'autre sans son accord. Moi je me fatigue même pas à fouiller dans le téléphone de mon mari parce que c'est pas respectueux et c'est un manque de confiance si son téléphone sonne et qu'il n'est pas à côté. Je préfère lui demander avant de le lui apporter. Il faut que chacun respecte l'espace de l'autre pour une bonne entente, c'est mon avis. Oui, il y a Madame Andrea Bachiumba qui dit, oui, d'accord, je vais rapidement lire 2 petits messages et fini. Il y a Madame Bachiumba qui dit, utilisation, le message est parti rapidement. Bon, il dit, savez-vous que les femmes n'ont d'autre regard que sur leurs enfants, leur famille, c'est ce qui fait qu'elles n'ont rien à cacher jusqu'à empêcher le conjoint d'y toucher. Dans certains foyers, le portable de la femme est même à portée de main des enfants. Il n'est donc plus question de le mettre sous abri de quelqu'un, de quelque utilisation que ce soit. Donc, pour ma part, il ne devrait pas avoir de secret, à moins que l'homme ne soit polygame et veut garder secret de l'une ou de l'autre. Mais aujourd'hui, chacun garde son portable quand celui de l'un ou de l'autre sonne, impossible de répondre en l'absence de son utilisateur. Puisque c'est le consensus, il faut le respecter et en faire un principe pour éviter d'éventuels heurts. Ainsi va la vie, car tout est une question d'éducation
à la base. Bonne journée à vous. Et un dernier message, il dit, Freshline Agbema, donc il dit, moi je dis que si l'on n'a rien à cacher, pourquoi avoir autant peur que l'autre touche son téléphone? Voilà. Assez de messages que nous avons reçus. Madame, on est pratiquement à la fin de cette émission. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Comment faut-il utiliser le téléphone portable pour qu'il n'y ait pas de grincement dedans dans le ménage? Ok, rapidement, je vais rebondir rapidement pour dire ceci. La femme, on dit souvent que c'est la femme qui est la plus ruineuse, c'est la femme qui crée souvent plus les problèmes. Oui. Mais c'est parce que la société en a voulu ainsi. La société a mis l'homme au-dessus de tout. La société a donné pouvoir même d'infidélité à la femme. Pardonnez, mais c'est la société qui a fait ainsi, oui. La société a donné même le pouvoir d'infidélité parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont infidèles, même ils sont à l'aise parce que même si je suis infidèle, c'est comme ça, c'est la nature de l'homme. Personne ne me pointera du doigt. Mais la femme n'a pas le droit d'être infidèle. Donc vous vouliez dire que la société a donné le pouvoir d'infidélité à l'homme et non à la femme. Et non à la femme. Mais une femme ne peut pas être infidèle dans notre société. Voilà. C'est la société qui a fait les choses ainsi, malheureusement. Alors que tout le monde doit être fidèle. Un homme qui se respecte, un homme qui veut vraiment avoir un foyer paisible et heureux, doit savoir que ça dit, il y a des deux. Oui. Ça vient aussi de la femme et aussi bien de l'homme. Tout à fait. Donc, il y a des considérations qu'il faudrait revoir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Rosette Yagbeme. Je rappelle que vous êtes doctorante en sciences économiques. Je vous laisse également 30 secondes pour votre mot de fin, docteur Massy. Merci. Je voudrais juste dire en premier lieu qu'aujourd'hui, la communication, et le téléphone en particulier, est devenu non plus un outil de communication, mais un outil de guerre. Ouais. Si vous voyez la Chine et les États-Unis se bomber le torse actuellement, c'est parce qu'il y a des enjeux stratégiques importants derrière. Et pour conclure, je voudrais dire ceci. Autant que nous sommes sur ce plateau, nous sommes arrivés à être ce que nous sommes parce que nous avons certainement évolué dans des foyers stables. Le foyer, le couple, c'est le socle de la société. Ouais. Si nous espérons demain avoir une société prospère, avec des enfants bien formés, qui vont devenir des adultes responsables, c'est aujourd'hui que ça se prépare. Tout à fait. Et nous ne devons pas vivre dans le stress, parce que dans le stress, vous ne pouvez pas former correctement vos enfants. Tout à fait. Vous ne pouvez pas leur donner l'éducation qu'il faut. Il faut se donc débarrasser je voudrais de tout ce qui est suspicieux. à pouvoir réfléchir sur ce sujet-là et à se dire, j'ai une responsabilité envers la société. Absolument. Et pour cela, je dois m'organiser avec mon conjoint pour que l'utilisation du téléphone ne soit pas une source de stress qui pourra compromettre le travail que la nature a bien voulu me confier. Plutôt un outil de communication qui relie et resserre les liens du couple. Merci beaucoup, docteur Massy Romaric. Vous êtes médecin spécialisé en hématologie. Merci beaucoup. Nous allons à présent marquer une pause. Je sais que le débat continue dans la maison. Toutes nos excuses pour les messages que nous n'avons pas pu lire sur le forum. Merci à vous. Continuez à nous envoyer des messages. Merci beaucoup. Nous allons marquer une pause. Il est dit que c'est un peuple acéphale, voire même anarchique, qui ne connaît pas de chef, etc., etc. Mais c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de comparaison avec les peuples à pouvoir politique centralisé. C'est vrai, le peuple Otamari n'a pas de roi. Mais ce n'est pas que ce peuple-là n'a pas de chef. Il y a des chefs religieux, des chefs traditionnels dans tous les clans. Et tous les clans sont hiérarchisés. Il y a un grand ordre dans le fonctionnement de ces sociétés-là. Et entre ces différents clans, il y a également des relations. C'est une organisation où le chef est purement traditionnel. Mais la société est organisée en classes d'âge. Parce qu'il y a des cérémonies initiatiques qui sont organisées au sein de ce peuple-là. Et quand vous finissez ces étapes-là, vous accédez à une étape donnée.
Quand vous ne le voyez pas dans ses fonctions, vous ne saurez même pas qu'il est un chef. Donc, quand il a fini de jouer sa fonction, il enlève ses attributs, il devient citoyen lambda comme monsieur tout le monde. Il va au champ, il fait ses activités, il est marié, il est comme tout le monde. Donc, contrairement aux communautés qui ont des pouvoirs politiques centralisés, avec un roi, une cour, etc., etc., ici, la cour existe, mais ce n'est pas une cour institutionnalisée que l'étranger peut voir. Vous pouvez voir, vous pouvez être dans le village et voir certaines personnes qui sont en train de se concerter. À vue d'œil, vous allez dire, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont institutionnalisés, ils sont une institution. Mais ce n'est pas écrit quelque part, mais ils fonctionnent normalement. Et ce sont eux qui sont chargés de régler les conflits et de gérer la communauté dans tous ces problèmes. Et chaque collectivité, par exemple, au niveau de chaque clan, est responsable de la gestion de la terre, responsable des cérémonies, responsable des problèmes de femmes, des problèmes d'enfants, etc., etc. Il y a une préséance très rigide. Si, par exemple, je suis celui qui doit convoquer la cérémonie d'initiation et que quelqu'un commet même l'erreur de me le rappeler, je peux me fâcher. Chacun est à sa place et chacun connaît son rôle. Donc il n'y aura du tout pas de confusion. Et on a une certaine hiérarchie que quand par exemple il y a une cérémonie et qu'on doit se déplacer, on connaît la famille ou la collectivité qui doit donner le top. Tant qu'elle n'a pas bougé, aucune autre ne bougera. Donc c'est tellement rigoureux sur ces aspects-là que les gens ne peuvent même pas enfreindre à cela. Ce n'est même pas possible. Et quand on arrive, par exemple, s'il y a des choses à partager, si on commet la bêtise d'enfreindre à la loi de la préséance, ça c'est une faute lourde. Voilà, nous étions, vous l'avez compris, avec Justin Natam qui nous parlait justement des us et coutumes de l'ère Otamari, et aujourd'hui, il nous parlait des raisons pour lesquelles le peuple Otamari n'a pas de roi. La question, les principes de préséance sont très respectés. C'est une société très bien organisée et c'est pourquoi justement ils ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin d'un roi pour les gouverner. En tout cas, c'est une société assez riche, assez particulière. Nous faisons un coucou à tous ceux qui sont de cette ère culturelle. Et nous allons enchaîner tout de suite avec le prénom africain. Michel Quindecan, bonjour. Oui, bonjour Kakoenou, bonjour chers téléspectateurs. Merci de nous revenir. Pour faire un petit récapitulatif, hier nous parlions de prénoms de jumeaux et nous étions avec des jumeaux de même sexe, c'est-à-dire les garçons. Le sexe masculin. Le sexe masculin, Zinsou et Sagbo. Et on a dit, vous avez expliqué aux téléspectateurs que Sagbo, c'est celui qui vient en première position, mais en réalité, c'est lui, le jeune frère. Oui. Le grand frère, c'est Zinsou, mais qui vient en dernière position. Oui, c'est bien ça. Comme dans toute société, dans la chefferie traditionnelle, même dans l'administration, l'autorité reste d'abord, envoie d'abord ses collaborateurs, immédiats, aller sonder le terrain, tout est prêt, je peux venir. C'est comme ça, c'est fait. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de Tété et de Gbodja, comme on l'a déjà affiché à l'écran, qui porte ce prénom. C'est aussi un prénom de jumeaux. Ce sont des jumeaux aussi, Tété et Gbodja en milieu fond, et sexe opposé, féminin et garçon. Donc, la fille s'appelle Tété. D'accord. Et le garçon Gbodja. Tété et Gbodja. C'est comme ça on les appelle. Là, c'est deux jumeaux, mais de sexe opposé, de sexe contraire. On les appelle aussi les faux jumeaux. Les faux jumeaux. Mais dans ces conditions, qui vient premièrement? C'est qui le grand frère ou la grande sœur? Non, c'est Tété qui est souvent la jeune sœur. Et c'est répondant au même principe, la jeune sœur, c'est elle qui vient en première position. Donc c'est Tété qui vient en première position. Et Gbodja en deuxième position.
Ok. Ouais, là, ils sont appelés des faux jumeaux, comme je le dis. Mais souvent, je ne sais pas comment la nature aussi règle ces choses-là dans notre milieu, où c'est souvent la fille qui vient. Si c'est deux jumeaux, c'est paradoxal, mais le plus souvent, c'est la fille qui vient. J'allais vous demander, au cas où c'est le garçon qui viendrait à être le premier, il va porter quel prénom à ce moment-là? Nous allons continuer la recherche, mais pour le moment, jusque-là, je n'ai pas encore enregistré ce Donc, cas. je vous envoie, je suis sûr que les téléspectateurs aussi veulent savoir. Et je vous envoie en mission, allez nous chercher cela, et vous allez revenir nous le dire ici. On va fouiller ça, mais les cas que j'ai connus depuis mon enfance jusque-là, oui, c'est souvent Tété Bodja, etc. Et c'est Tété qui vient en première position, et après Bodja le suit. Mais la particularité aussi avec ces jumeaux, c'est qu'on dit souvent, ils sont très jaloux, puisque en venant dans ce monde, l'autre choisit déjà en quelque sorte son partenaire. Ah, d'accord. Donc, ne cherchez pas trop à les séparer. Si même ils grandissent, devenus hommes adultes, comme nous le disons, tant que tu prends la fille qui est devenue maintenant une grande dame, et toi tu l'épouses, c'est que de l'autre côté, il faut tout faire pour avoir ne serait-ce qu'une représentation de l'autre. Ah, parce que c'est sa femme que toi, tu viens de lui arracher. Ah, d'accord. Et c'est vice-versa. Donc, c'est ce qui fait qu'en voulant doter la fille ou bien la femme, on est obligé de faire quelque chose aussi à l'homme. Ah bon? Oui. Il est venu avec sa femme. Ça, c'est intéressant. Il est venu avec sa femme, ou bien la femme est venue avec son l'époux. Et vous venez la lui arracher. Donc, il faut laisser quelque chose en compensation. Comme quoi, tu as doté les deux. Les deux sont avec toi. Mais l'autre chose, vous allez essayer, c'est la deuxième recherche que vous allez faire pour nous et revenir en us et coutume. Il paraît que lorsqu'il y a deux femmes, deux jumelles, et que vous prenez une, vous devez payer la dot exactement à la seconde aussi. Est-ce que c'est comme ça se passe? Bon, on va poursuivre les recherches. En tout cas, vous allez poursuivre les recherches et vous reviendrez. Pour le moment, nous parlons de Tété et de Bodja. Merci beaucoup. Le cas dont vous parlez, c'est Dolou et Yaya. D'accord. Les deux, quand elles sont deux filles. Quand elles sont deux filles, c'est Dolou et Yaya. Ah. J'avoue que c'est la première fois que j'entends Dolou et Yaya. Bon, on va en parler prochainement. Très prochainement. Oui. Merci beaucoup, Michel Kindékan. C'est le moment de voir l'image de la capture. Par ces temps, ce qui fait l'actualité, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est le virus Covid-19, coronavirus, et chacun prend ses dispositions. Là, nous voyons quelqu'un qui a pris ses dispositions. Il s'est complètement blindé, apparemment, Michel. On dirait chez nous, c'est un Caleta ou un revenant. On dirait un astronaute. Oui. Il s'est bien protégé. Hein, ça, lui ne peut pas du tout parler de coronavirus. On l'a vu, c'est un sac qu'on appelle les petits blés là ou bien. Donc il a essayé de laisser des ouvertures. Oui. Et ça, comme ça, il se protège contre coronavirus. Ah, oui. Mais on a vu aussi circuler sur le net beaucoup d'images, puisqu'il faut se protéger les narines. On a vu tout ce que les gens mettent sur leurs narines pour se protéger. Chacun fait la politique de ses moyens. C'est des soutiens-gorge qu'on met sur le nez. C'est les dessous qu'on met sur le nez pour se protéger. Oui, parce que on veut juste détendre un peu l'atmosphère aussi, puisque l'affaire du coronavirus, c'est très sérieux. Tout le monde est stressé. Oui. Je pense avec ces genres d'images, bon, ça déstresse, ça fait rire. Ça fait oublier au moins quelques petits instants coronavirus. Voilà. Que nous prions vraiment de ne pas venir
en Afrique et qu'ils essaient de trouver une solution pour arrêter la saignée. En tout cas, vivement que Dieu nous aide. Absolument. Oui. Merci beaucoup, Michel Quinlécan. Je vais vous libérer maintenant et aborder l'instant écho. Dans Instant écho aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez passer par là. Dans Instant écho aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un tubercule, le tubercule de manioc, une immense richesse. Il faut déjà dire que le tubercule, comme vous le voyez déjà à l'écran, le manioc constitue l'une des principales cultures prioritaires, une spéculation qui prend de plus en plus une importance significative dans l'alimentation de la population béninoise. Le Bénin avait produit 3 445 000 tonnes de manioc en 2010, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture. Le manioc occupe la deuxième place des céréales cultivées en termes de superficie emblavée. Il occupe la première place dans la culture des racines et tubercules. Sa production est passée à 4 66 711 tonnes en 2014. Le rendement moyen à l'hectare est estimé à 17 tonnes en 2011. Et le manioc représente 2,8% du produit intérieur brut et 8,3% du produit intérieur brut agricole. Dans le contexte actuel, la filière manioc constitue une composante importante de l'économie agricole au Bénin. En dehors de la consommation, le manioc et ses dérivés sont produits principalement pour le marché. Le manioc est utilisé en industrie pour la fabrication de l'amidon et de l'alcool. Les principaux dérivés locaux du manioc, notamment le gari, le tapioca, font l'objet d'échanges et sont écoulés vers les marchés régionaux et exportés hors de l'Afrique de l'Ouest. Selon les experts de l'Institut de la recherche agricole, la situation offre au Bénin une opportunité de se positionner sur les marchés régionaux et internationaux avec des produits de qualité afin d'impulser justement une nouvelle dynamique à l'exportation de ce produit, le manioc et de ses dérivés. Cependant, à l'instar des autres cultures vivrières, la filière manioc reste encore à structurer et à rendre plus opérationnel et fonctionnel en dépit des efforts déployés par de nombreux projets et programmes, ceci particulièrement au niveau de la production. Plus de 500 000 producteurs pratiquent la culture du manioc dans toutes les régions du Bénin et plus de 700 000 femmes sont engagées dans les activités de transformation et de commercialisation dans l'ensemble du pays et avec tous les métiers connexes qui se rattachent à cette activité. C'est plus de 1 500 000 emplois permanents et saisonniers, dont plus de 70% sont exercés par les femmes qui découlent des différentes chaînes de valeur du manioc. Et nous voyons les dernières images des femmes en train de produire du gari, la farine de gari que nous aimons bien, que nous aimons consommer sous différentes formes. On peut délayer le gari, avec le gari, on peut faire du eba et manger comme la pâte. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Il faut encourager la production de ce tubercule. Nous allons à présent inviter à nouveau Barbosa, qui va nous rejoindre pour son deuxième passage. Oui, Barbosa, oui, viens. Ouais, très bien. Merci d'être revenu. Vous avez suivi de l'autre côté le débat sur l'utilisation du téléphone portable. Oui, je l'ai suivi. Oui. Vous êtes revenu. Bon, moi, je dirais tout simplement que déjà l'homme a le droit de fouiller. Oui, on l'a interdit tout à l'heure sur le plateau. Mais pourquoi on va interdire? Le portable est personnel et privé. On a dit que l'homme est le coq de la basse-cour. Ce qui veut dire que l'homme a le droit sur tout. Vous voyez un peu, l'homme a le droit de vérifier si, bon voilà, il y a des gens qui dérangent déjà ma femme. Parce que si l'homme ne fait pas ça, facilement, sa femme va la quitter et va le quitter. Ah bon? Oui, mais c'est très simple, il faut que l'homme contrôle tout au fur et à mesure comme cela se doit.
Et c'est ça que les femmes n'aiment pas. Moi, je suppose, bon, il y a souvent des femmes, si le mari prend leur portable, bon, elles se disent, voilà, mon mari veut dire fouiller mon portable, mon mari veut dire me contrôler, alors que ce n'est pas ça. Est-ce que c'est pour la femme sait si c'est pour jouer un jeu et autres? Est-ce que la femme sait? Mais quand vous parlez de la femme, mais quand la femme le portable de l'homme sonne et que la femme doit vous l'amener, ou bien vous êtes par exemple sous la douche, le portable sonne, vous sortez parfois avec la mousse sur le corps pour venir arracher le téléphone. Non, en fait, maintenant on a déjà changé tout ça. On a déjà changé tout ça. Il y a des codes de sécurité comme maintenant. Là, c'est très facile. Même si ça sonne, tu ne vas pas voir le nom de la personne. Tu vas sentir le portable en train de sonner. Tu vas entendre la sonnerie, même tu ne vas pas voir la personne. Il faut que tu déverrouilles d'abord avant de voir qui t'appelle. Oui, là, c'est encore un autre système. Donc, vous avez fait ça sur votre téléphone. C'est pourquoi, même si ça sonne, là, même si moi, mon téléphone sonne. Vous êtes tranquille? Oui, je suis tranquille. On me demande, est-ce que je t'amène ça? Je dis, si tu veux, tu peux amener ça. Si tu veux, tu peux amener. Si tu veux, tu laisses. Parce que tu ne sauras pas qui m'appelle. C'est ça. Oui. Maintenant, les femmes ont aussi des systèmes aujourd'hui. Vous allez voir, c'est-à-dire, elles mettent des noms bizarres, je ne sais pas. Oui. Okay. Oui. Des noms comme? Des noms comme? Électricité, électricité, SBE. Mais moi, vous savez, j'invite les hommes à beaucoup faire attention. Oui. Et ils n'ont qu'à éviter, surtout certains hommes. Moi, j'ai déjà l'autorisation de toucher le portable de ma femme. Là, il n'y a aucun souci là. Mais certains hommes n'ont qu'à faire attention. Parce que dans un couple, il y a la femme qui avait écrit sur un nom là, et si un jour. Et si un jour. Et si un jour. Et si un jour qu'elle a mis là, le mari ne savait rien. Et si un jour, c'est-à-dire, et si un jour tu découvrais, elle n'avait pas mis, tu découvrais. Elle n'avait pas mis, tu découvrais, mais elle a mis, et si un jour. Oui, mais et si un jour, la suite peut être beaucoup de choses. Et si un jour, tu achetais une belle voiture. Vous voyez, non. Donc, c'est là que et si un jour a appelé. Et si un jour a appelé. Ah, donc c'est le nom qu'elle a donné. C'est le nom qu'elle a donné à la oui, à la personne. Et si un jour. Donc, et si un jour a appelé, le mari, puisque la femme n'était pas. La femme était sous la douche, bon. C'est son mari, le mari, bon, a pris le téléphone. Oui, allô, bonjour. L'homme dit oui. Bonjour bébé, mais tu m'as beaucoup manqué, hein, tu n'étais plus là hier. En même temps, la femme a dit, c'est qui? Le mari a dit, et si un jour, la femme dit, si un jour tu découvrais ça, en même temps, l'homme est tombé évanoui. L'homme est tombé évanoui parce que l'homme a découvert finalement la réalité. La réalité. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. L'homme aussi a mis sur son portable crise cardiaque. D'accord. Crise cardiaque. Un jour, le téléphone de l'homme a sonné. C'est la femme qui a décroché. C'est sa femme qui a décroché. Et elle entend la voix d'une femme. Oui, bébé, tu m'as beaucoup manqué. Hein. Sincèrement, hier là, c'était formidable. C'était très, très intéressant. Wow. Sincèrement, la femme est tombée évanouie. Le portable est encore dans sa main. Quand le mari est venu, le mari a entendu la voix d'une femme. C'est ce que je disais. C'est pourquoi j'ai mis crise cardiaque. Je suis sûr que lorsque tu vas décrocher ça là, tu auras crise cardiaque. D'accord. Vous voyez, donc c'est un peu ce à quoi nous assistons. Merci beaucoup, Barbosa. Mais vous savez, l'une de vos particularités, c'est que vous savez interpréter ces chansons. Les téléspectateurs aiment bien ça. Et ils m'ont dit, chaque fois que vous venez sur ce plateau, il faudrait que vous interprétiez l'une de ces chansons qui les fait souvent rire. Oui, vous savez, c'est comme je l'avais dit la fois dernière. Et j'avais parlé c'est-à-dire de quelqu'un qui avait loué dans une maison, qui avait loué dans une maison et le propriétaire s'est laissé la fille, c'est-à-dire s'il a besoin. Il y avait un code, c'est une chanson, donc le papa aussi a réagi, il a compris. Le papa aussi a réagi. Maintenant, quand le papa avait réagi, le gars avait un gris-gris qu'on appelle enfant fifobo. Fifobo. Donc, s'il entend un bruit, en même temps, il disparaît. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le papa est venu sur la porte et le papa est tombé sur la porte, en même temps, il y a eu un bruit. Le gars a disparu. Et il s'est retrouvé à l'abattoir.
Vous savez qu'à l'abattoir, il y a des coucoupes qui vont, qui reviennent, qui vont et qui reviennent. En même temps, alors qu'il a déjà son bâton de guerre qui était déjà chaud. Oui. Le coucoupe est venu en même temps, ça a arraché le bâton. Vous imaginez un peu. Non, je leur propose encore de belles chansons. D'accord, merci beaucoup Barbosa d'être passé. Merci vous allez rester avec moi. Vous avez aimé, je le sais, vous avez dansé tout à l'heure le rythme qui nous accompagne aujourd'hui, c'est du Bemi Soké. Vous comprenez Yoruba un peu? Bon, un peu. J'essaie de comprendre, mais jusque-là. Moi, j'aime beaucoup le Mina. Le Mina. Il a également chanté en Mina, c'est RSK Team Bemi Soké. Nous allons savourer une fois encore cette belle musique. Purifie-moi de tous mes péchés. voilà, donc c'était la RSK Team dans le titre Bemi Soké et il dit Baba mi Iwani Oremi Bemi Soké. Eh bien, élève-moi Seigneur, c'est la prière. Aujourd'hui, nous avons une pieuse pensée à notre consoeur Manuela Eriti, qui a tiré sa révérence et qui doit être conduit dans quelques heures à sa dernière demeure. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Voilà, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission. La dernière de cette semaine. On se donne rendez-vous lundi pour un autre numéro de votre émission matinale Nopinden. Au revoir et à très bientôt. Merci.